internet, aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma série sur les parcs nationaux. J'espère que vous avez aimé le teaser, c'était pour vous donner l'eau à la bouche pour que vous soyez prêts à voir cette série. Ce que je vais faire, ça va être plusieurs vidéos sur le même sujet. Ça va être séparé de quelques mois, là, comme je fais avec toutes mes séries de vidéos, j'aime ça varier. Ça va être la même chose pour le nom de cette série-là. J'ai pas encore trouvé le titre au moment où je filme cette vidéo, mais ça va venir. Encore là, regarde, j'ai pas ma caméra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit, tu sais, moi j'aime vraiment ça, les barres noires. Il y en a qui aimaient pas ça. Puis là, au moment où je filme, je sais pas s'il va les avoir, les barres noires, mais inquiétez-vous pas, ça sera pas toujours de même. Je pense qu'il me reste 2 vidéos à filmer avec cette caméra. Et ensuite, ben, je retourne au Mexique puis je vais avoir ma propre caméra. Je me suis dit que c'est mieux une vidéo comme ça que pas de vidéo du tout et je crois que vous allez être d'accord avec moi. Donc pour cette série, c'est vraiment basé sur les livres Missing 411 de David Paulides, je sais pas comment ils le disent. Donc c'est lui qui a écrit plusieurs livres et je veux vraiment donner les crédits à l'auteur parce que moi ce que je fais surtout c'est de traduire et de le mettre comme dans mes mots. Donc le site internet de l'auteur va être dans la barre de description. Les livres sont seulement en anglais et honnêtement, je les recommande pas tellement. Tu sais, c'est vraiment juste comme des livres là qui parlent de disparition, mais il y a pas de, c'est pas bien expliqué. C'est vraiment juste ça, c'est l'effet de la disparition. Tu sais, l'auteur c'est pas un écrivain full littéraire, en tout cas. Et les livres sont seulement vendus aux États-Unis, fait que achetez pas ça sur Amazon. J'ai regardé sur Amazon, ils sont genre à 200$ le livre, c'est vraiment exagéré. Il faut que tu l'achètes directement sur le site. Si ça t'intéresse, oui, tu peux chercher, mais moi je pense que je vais vraiment bien vous résumer ça. J'ai vraiment eu de la difficulté à trouver comment j'allais vous présenter ça, pour pas que ça devienne comme redondant, mais je pense que c'est vraiment la seule manière de faire, c'est de vous montrer toutes les disparitions et vous allez en déduire vous-même que c'est extrêmement bizarre. Dans le livre, il y a déjà des catégories. J'ai vraiment suivi les catégories de l'auteur. Puis pour moi, ça permet de faire plusieurs petites vidéos. Et à la fin de la vidéo, dites-moi si vous avez aimé ça. Si vous voulez que je continue sur cette série. Si personne n'a aimé ça, ben j'en ferai pas d'autres. Mais moi, je trouve ça super intéressant et je trouve ça important d'en parler. Préparez-vous à entendre parler de plein de disparitions, mais gardez en tête là, que c'est des vies humaines. C'est facile de comme dire ok, une disparition, mais il faut garder en tête que ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des amis, il y a des gens qu'ils ont cherché pendant des mois. Fait que c'est ça qui rend les choses encore plus tristes. On est enfin prêt à débuter. Allez vous chercher un bon café chaud et revenez vite nous voir. Pour commencer, je vais parler des disparitions qui ont eu lieu en Ontario, dans le centre de l'Ontario. Ok, c'est vraiment tous au même endroit. Et à la fin, on va voir qu'est-ce que toutes ces disparitions ont en commun. Et là, les questions vont exploser, vous allez voir. Alors, on se lance tout de suite dans la première disparition inquiétante. En octobre 1959, il y a Monsieur Merrill Newcomb de 50 ans qui est allé à la chasse avec un de ses amis, Monsieur George Whedon de 63 ans. Ils sont allés à la chasse à l'Orignal dans la réserve faunique de Chapleau. Et ces hommes-là, ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient amis, genre une vingtaine d'années, parce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur les chemins de fer canadiens pacifiques. Monsieur Newcomb avait une cabine dans la forêt de Chapleau. Et là, j'ai regardé un peu la réserve faunique de Chapleau. C'est vraiment, vraiment gros. C'est 7000 km². Monsieur Merrill Newcomb, lui, il était en forme. C'est un homme fort. Tu sais, il est encore jeune, là, 50 ans, fait qu'il est super en forme. Mais son ami George Whedon, qui a 63 ans, lui, était moins en forme parce qu'il avait déjà eu un accident de travail, fait qu'il avait de la difficulté à marcher sur des longues distances et il avait souvent mal au dos. Quand les hommes allaient à la chasse ensemble, tu sais, ils stationnaient le camion et ils restaient toujours près du camion, justement à cause que M. Whedon avait mal, il s'aventurait pas trop loin. Le 29 octobre, quand M. Newcomb n'est pas rentré de la chasse, sa femme s'est tout de suite inquiétée, fait qu'elle s'est rendue elle-même à la cabine et elle a vu que tous les effets personnels, les hommes étaient encore là, soit leurs vêtements, leurs cigarettes, leurs allumettes, de la nourriture et les sleeping bags.
On a seulement remarqué qu'il manquait les armes à feu des deux hommes. Pourtant, les deux hommes, c'était de grands fumeurs, donc à chaque fois qu'ils sortaient, surtout pour aller faire de la chasse là, toute la journée, ils amenaient leurs cigarettes, leurs tabacs, leurs allumettes, parce qu'ils fumaient beaucoup. Donc la femme de Merrill a dit « Ok, ils n'ont pas leurs cigarettes, il y a de quoi qui cloche », elle les a reportés disparus. On sait qu'on a vu les hommes le 23 octobre parce qu'il y a des chasseurs qui les avaient vus. Le 24 octobre, il a neigé, donc ça a couvert les pas dans la neige. Et malheureusement, on n'a jamais retrouvé ces hommes-là. Il y a plusieurs fouilles qui ont été effectuées, mais on ne les a jamais retrouvés. Encore en octobre, soit le 16 octobre 1972, on a Elizabeth Ann Kent qui est allée à la chasse, elle aussi, avec ses amis près de la rivière Abitibi à Cochrane en Ontario. Cette femme avait 45 ans, super en forme. Le groupe est allé faire de la chasse. Elle s'est éloignée de ses amis un petit peu. On l'a jamais revu, malgré les nombreuses fouilles qui ont été faites à cet endroit. On a Vital Vachon, un homme de 56 ans qui est disparu en juillet 1972. Il est aussi parti faire de la chasse à l'orignal et il n'est jamais revenu. Il est disparu dans la région de Timmins en Ontario. La même année aussi à Timmins en Ontario, on a Émile Morissette de 56 ans également qui est allé à la pêche et il n'est jamais revenu. Le 25 octobre 1980, on a Foster Besançon de 64 ans qui est aussi allé à la pêche à Cochrane en Ontario. Il n'est jamais revenu. Ensuite, on a John Samuel Clifford qui a aussi disparu dans la même région où Besançon est disparu. Là, je sais que ça fait plusieurs disparitions, mais après, on va voir un peu tout ce qu'il y a en commun, ces disparitions. On a Dustin Rhodes, de 64 ans, qui avait une maison à Gibson Lake, à Timmins, en Ontario. On l'a vu pour la dernière fois à 11 h du matin quand il allait à la chasse. Il n'est jamais revenu, son auto est encore là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur chaque disparition et c'est vraiment la triste réalité des choses. Toutes ces personnes disparues, il n'y a presque rien d'écrit sur eux. C'est vraiment triste. Il y a pas de page Facebook, évidemment. C'est des disparitions des années 70 et les familles n'ont jamais eu de réponse. C'est des hommes assez en forme, dans soixantaine, ils vont à la chasse, ils ne reviennent jamais. On n'a jamais de traces, on ne retrouve rien sur eux, c'est horrible. La prochaine disparition est assez étrange également, c'est celle de Bernard Champagne qui habitait à Valcoté, en Ontario également. Donc Monsieur Champagne, c'est un homme de 80 ans qui avait un chalet rustique à Valcoté en Ontario. Et Monsieur Champagne était proche de son voisin, Monsieur Rodrigue, qui lui s'informait comme chaque jour des activités du vieillard. Donc le soir, quand Monsieur Champagne n'est pas rentré, Monsieur Rodrigue s'est tout de suite inquiété, donc il avertit les autorités. On a fait des fouilles avec des chiens, des hélicoptères pour retrouver Monsieur Champagne de 80 ans qui s'est pas aventuré très loin. Là. 80 ans, ça dépend de sa condition, mais il allait pas faire des kilomètres à pied, on s'entend. Donc ça, c'est une des disparitions. Comme toutes les disparitions, elle est assez étrange parce que c'est un homme de 80 ans. Il peut pas s'aventurer très loin, à moins qu'il soit sénile, mais on sait qu'il était en bonne santé mentale. Malgré des chiens senteurs, des hélicoptères, on n'a jamais retrouvé l'homme, ok? C'est incroyable. Il a pas dû s'aventurer très loin, les chiens l'auraient senti, ils auraient senti l'odeur d'un cadavre en décomposition s'il était mort, mais on l'a jamais retrouvé, même 40 ans plus tard. On a plus d'informations sur cette disparition parce que ça a eu lieu plus récemment. On a Michael Joseph Linklater qui a disparu à l'âge de 44 ans, lui aussi dans la région de Cochrane en Ontario. C'était un chasseur et un pêcheur vraiment expérimenté et il vivait près de la rivière Abitibi avec son père. Le 23 juillet 2003, Michael a quitté la maison à 6 h du matin et on l'a plus jamais revu depuis. Plusieurs recherches ont été effectuées, mais malheureusement, on ne l'a jamais retrouvé. Cette vidéo est assez courte, la prochaine va être un petit peu plus longue, mais qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bon, il faut savoir que toutes ces personnes disparues sont majoritairement des hommes, il y en a juste un que c'est une femme. Par contre, dans ma prochaine vidéo, vous allez voir qu'il y a plus de femmes, plus d'enfants. Ici, c'est des hommes qui ont tous entre 44 ans le plus jeune à 80 ans le plus vieux. Pourquoi il n'y a aucun adolescent qui est porté disparu des enfants? Ça, c'est étrange. Ils sont tous disparus dans la région de Timmins en Ontario. Ce sont tous des chasseurs et des pêcheurs très expérimentés qui sont disparus dans des voyages de chasse ou de pêche. Chacun de ces chasseurs ont disparu alors
qui avaient des armes à feu. S'ils ont vu un ours, un loup, des bêtes sauvages, ils auraient très bien pu les abattre facilement, à moins que l'animal le prenne par derrière ou je sais pas. C'est sûr qu'il y a des accidents qui peuvent arriver, mais on n'a jamais retrouvé des morceaux de vêtements, on n'a jamais retrouvé du sang de la personne ou des signes de débat. Et toutes ces disparitions ont eu lieu en octobre ou en juillet. On n'a jamais retrouvé les corps d'aucun d'entre eux. Fait que c'est ça qui est inquiétant. Je vais vous dire tout de suite les théories de l'auteur. Lui, il croit à 3 théories, soit des enlèvements d'extraterrestres, une sorte de vortex dans ces forêts, que tu entres dans ce vortex-là et tu disparais à tout jamais, ou le Yeti, le Sasquatch, abominable homme des neiges. Je pense que l'auteur, lui, il tourne plus vers cette théorie. Et vous allez voir, il y a environ 1000 autres cas de disparition comme tel. Ça, on a 3 théories paranormales. Mais pensez-y bien, si ces personnes étaient mortes de l'hypothermie, mais pas en juillet ni au mois de octobre, mais ça se pourrait bien, mais on les aurait retrouvés. S'ils sont morts de faim ou de soif, on les aurait également retrouvés. Et bon, si c'est des animaux qu'ils ont tués, on aurait peut-être retrouvé les ossements, mais je pense pas que tous ces cas-là, ça soit des animaux, des bêtes sauvages qu'ils auraient enlevés, soit tués. Fait que ça, c'est là que s'en va ma série. Pensez toujours à ces 3 théories, enlèvement d'extraterrestres, Yeti ou un vortex. C'est vraiment la seule explication logique et paranormale, là, c'est sûr. Mais vous allez voir, le mystère s'épaissit et chaque série de disparitions que je vais faire, là, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et vous en voulez plus, laissez-le moi savoir. J'ai du matériel pour genre 40 autres vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter pour plus d'informations exclusives. Et d'ici là, faites attention à vous. Over and out.